nationale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Fatigue, stress, alimentation déséquilibrée, les fanères par leur origine du fait de la spécificité de leur kératine protègent l'organisme. Il faut entendre par fanère les cheveux, les poils et les ongles. La kératine est une protéine dont la synthèse dépend des facteurs hormonaux, mais aussi des nutriments que nous consommons. La chute des cheveux brutale ou progressive est appelée alopécie. Elle touche plutôt des hommes, mais aussi des femmes. Signe de beauté lorsque les cheveux tombent en quantité anormalement élevée. Divers facteurs peuvent être mis en cause. Si l'alopécie androgénique ou calvitie est la plus fréquente des chutes de cheveux, d'autres formes existent, passagères ou durables, étendues ou localisées. Nos ongles et nos cheveux sont un véritable baromètre de santé. Lorsque les ongles cassent et se dédoublent, que les cheveux sont ternes et cassants, attention, cela peut masquer un problème de santé. Leur point commun étant leur richesse en kératine, les fanères font partie du tégument et à ce titre, leur maladie relève essentiellement de la dermatologie. Et pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Nomtondo Amina Ouedraogo, épouse Zungrana, et puis docteur Passol Gwende Angèle Bienvenue Ouedraogo, épouse Wangré. Elles sont toutes deux dermatologues. Bonsoir, mesdames, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Madame Dao. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre et participer en appelant au 30 73. Professeur Ouedraogo, pour commencer, focus sur le cheveu. D'abord, qu'est-ce que le cheveu? Quelle est sa constitution? Merci, Madame Dao. On peut dire que le cheveu est une annexe de la peau et c'est un poil qui est plus long. Et comme les autres poils, il comprend deux parties, si on veut, en gros. Une partie qui est visible, c'est la partie qui va émerger, et une partie invisible qui est insérée en dessous et insérée dans la peau, qui est la racine. Maintenant, selon la position du poil, s'il se trouve sur le cuir chevelu, on va parler de cheveux. Il y a des poils qui sont sur les autres parties du corps, par exemple les aisselles, le pubis, et des poils moins visibles qui sont comme du duvet, qui sont sur les autres parties, la poitrine, les jambes, par exemple. Docteur Wangré, comment poussent les cheveux et quel est le cycle de pousse d'un cheveu? Merci. Le renouvellement des cheveux se fait en 3 phases. Il y a d'abord une première phase qui constitue la phase de croissance et sur le plan anatomique, on parle de la phase anagène. Au cours de cette phase, on va observer la croissance du cheveu et cette phase dure entre 3 et 6 ans. Et c'est la durée de cette phase qui va conditionner en tout cas la longueur du cheveu. Après la première phase, nous avons la deuxième phase qui est appelée phase catagène. Et pendant cette phase, il y a une cessation de l'activité en fait de croissance du cheveu. Et cette phase va durer entre 2 et 3 semaines. Il faut rappeler que la première phase, au cours de la première phase, 85% des cheveux de l'organisme en fait sont dans cette phase. Et à la deuxième phase, qui est appelée phase catagène, 3% de nos cheveux sont à cette phase. Et puis enfin la troisième phase, qui est la phase télogène, qui est la phase de repos et d'élimination des cheveux, qui va durer entre 6 à 7 mois.
En quoi nos cheveux sont différents en fonction du sexe, homme, femme et de la race, c'est-à-dire la couleur de la peau, professeur Ouédraogo? Alors, selon le sexe, la phase de croissance du cheveu va différer. La phase de croissance, la phase anagène est beaucoup plus longue chez la femme, 4 à 5 ans, alors que chez l'homme, c'est moins long. Donc, les cheveux de la femme vont pousser plus longtemps et ils sont généralement un peu plus longs. Ensuite, la localisation des autres poils sur le corps de l'homme est différente de celle de la femme. On a des zones, par exemple la poitrine, le dos, les jambes chez l'homme, ainsi que la barbe, où on a beaucoup plus de poils, qu'on appelle pilosité masculine. Et chez la femme, c'est moins dense et moins dru. Et quand chez la femme, on constate qu'il y a des cheveux qui poussent aux zones normalement destinées aux cheveux, aux poils plutôt chez les hommes, on va parler d'hirsutisme. Donc, il y a cette différence. Ensuite, selon l'âge, les cheveux de l'enfant, par exemple, sont différents de chez de l'adulte, notamment le cheveu crépus africain. L'enfant va naître avec des cheveux qui sont soyeux et puis très, très fins. Et avec le temps, ça va devenir crépus et puis ensuite, ça va blanchir. Maintenant, selon la race, on va distinguer de façon globale trois grands groupes. Le cheveu crépus, le cheveu caucasien de la race blanche et puis le cheveu asiatique. Le cheveu africain ou crépus, il a une forme en vrille, comme une spirale. Et il pousse de manière, quand il émerge du cuir chevelu, il est parallèle au cuir chevelu. Et il n'est pas très profondément implanté dans le cuir chevelu, ce qui fait que les coiffures trop lourdes peuvent l'arracher très vite. Et ce sont les cheveux africains. Voilà, les cheveux africains. Ils poussent moins vite aussi, moins d'1 centimètre par mois. Ce qui fait qu'on a les cheveux africains moins longs que, par exemple, le cheveu caucasien. Le cheveu caucasien, lui, il est plutôt raide. L'implantation est oblique et sa pousse est plus longue, 1,2 cm par mois à peu près. Et il est plus profondément implanté dans la racine et dans le cuir chevelu. Et le cheveu asiatique, lui, c'est le cheveu qui est le plus solide, le cheveu qui va croître le plus. C'est d'ailleurs dans ces régions-là que l'on fournit le plus de perruques ou bien des mèches d'origine humaine. Voilà. Et comment se comportent les cheveux avec l'âge? Docteur Ouangré, quand on est enfant, quand on est adulte, chez une personne âgée, comment se comportent les cheveux? Merci bien. En effet, l'âge est différent. Le cheveu est différent en fonction de l'âge. Comme nous avons vu précédemment les différentes phases de renouvellement des cheveux, on va noter avec l'âge une variation d'abord du calibre du cheveu. On va observer une diminution des cheveux en phase de croissance et par contre une augmentation avec l'âge des cheveux qui sont en phase de chute. Ce qui fait que chez l'enfant, et quand on dit enfant, quand on prend l'âge entre 3 et 12 ans, on observe que 90% des cheveux sont en phase de croissance. Donc, le volume capillaire est plus important chez l'enfant. À partir de la puberté, c'est-à-dire à partir de 12 ans, on va observer une modification du volume des cheveux. Et cela est dû à quoi? C'est dû au fait qu'à partir de la puberté, il va y avoir des sécrétions d'hormones qui vont modifier la physionomie de l'être humain et en particulier la physionomie des cheveux. Et donc, même en dehors d'une maladie, à partir de la puberté, on va observer une diminution du volume des cheveux. Et donc, chez l'adulte, qui va, et selon le cycle pilaire aussi,
à chaque fois qu'il y a un nouveau cheveu qui va pousser, le diamètre diminue. Et cela va contribuer à diminuer le volume capillaire. Ce qui fait qu'à partir de chez les personnes âgées, qu'est-ce qu'on va observer? On observe d'abord une diminution du nombre de cheveux, une diminution aussi de la taille des cheveux et une augmentation du nombre de cheveux en phase de chute. Et par ailleurs, avec l'âge, on va noter le blanchiment des cheveux qu'on appelle canicie. Et ce blanchiment est dû essentiellement à l'inactivité des mélanocytes. Ce sont des cellules qui fabriquent la substance qui colore nos cheveux selon le phototype, comme on dit. Et donc, chez la personne âgée, étant donné que ces cellules ne travaillent plus, on aura beaucoup plus de cheveux blancs. Professeur Ouédraogo, quels sont les liens entre les cheveux et les ongles? Alors, le cheveu comme l'ongle constituent les annexes de la peau et ils ont aussi un point commun, la matière qui les constitue, la kératine. Et ils jouent aussi également un rôle social selon les cultures. Voilà, selon la façon de les coiffer ou de les embellir, ils ont un rôle culturel également. Docteur Ouangré, qu'est-ce qu'un ongle et quelle est sa structure? Un ongle c'est une lame qui est semi-dure et qui recouvre la face dorsale de la dernière phalange des mains et des pieds, et donc essentiellement les doigts et des orteils. Ils sont au nombre de 20, voilà. Et sur le plan anatomique, l'ongle est constitué d'une partie qui est cachée, la matrice. C'est à partir de cette partie que l'ongle va pousser. On a une partie visible, la plaque, et le bord externe, un bord libre, et 2 bords latéraux. Sur le plan anatomique, il faut dire que l'ongle est de forme carrée, à peu près carrée, et elle est rose, elle est translucide, elle est souple. Et à ce niveau, elle est attachée en fait au niveau des bords latéraux par des attaches. Et nous avons aussi vers la partie inférieure la lunule, qui est une partie qu'on observe qui est claire et qui est surtout remarquée sur les pouces. Voilà, donc elle est constituée essentiellement de kératine, comme on l'a dit, et donc c'est ce qui fait que l'ongle, comme les cheveux, appartiennent au groupe des fanères. Quel est le rôle de l'ongle, professeur Ouédraogo? L'ongle a plusieurs rôles, notamment la protection de l'extrémité des doigts et puis des orteils. Il a un rôle de défense parce que on peut dire un peu que ce sont les griffes de l'être humain et en cas d'agression, on peut utiliser les ongles pour se défendre. Il a un rôle dans la préhension fine, c'est-à-dire que l'ongle permet de prendre des objets très fins. Si vous voulez, par exemple, prendre une aiguille, vous allez utiliser les doigts, mais parfois vous aider de l'ongle. Et il a un rôle dans la transmission des maladies, dans ce sens que si vous portez des ongles sales, ça peut être une niche de germes. Et quand vous vous grattez, surtout sur des parties où la peau est lésée, ça peut entraîner des maladies, une surinfection de la plaie ou bien une complication. Également, quand on les vernit, par exemple, l'ongle peut, avec le vernis, entraîner de l'allergie sur une autre partie de la peau où on va l'appliquer. Et c'est souvent aussi les yeux, parce qu'on utilise les ongles pour se gratter les yeux. Donc, on retrouve une allergie, par exemple, aux ingrédients de vernis au niveau des yeux. Quelle est la place de l'hérédité, de la génétique dans le type de cheveux, Dr. Ouangré?
La génétique joue un rôle important dans le type de cheveux, d'autant plus que le cycle de pousse, la longueur des cheveux est génétiquement déterminée. De plus, il y a aussi des facteurs de prédisposition et dans l'apparition de l'alopécie androgénétique, encore appelée calvitie. Donc, il existe une variation des cheveux, la longueur des cheveux selon les ethnies. C'est ce qui montre que l'aspect des cheveux, la longueur des cheveux est génétiquement déterminée. L'alopécie ou chute des cheveux est une maladie qui affecte de nombreuses personnes, hommes comme femmes. Elle peut être temporaire ou permanente avec à l'origine plusieurs facteurs comme les infections, les allergies, les substances irritantes, les blessures, etc. À côté de l'alopécie, il y a les ongles qui ne sont pas épargnés par les maladies qui entraînent souvent leur chute. Toutes ces maladies sont prises en charge dans les services de dermatologie et les instituts de beauté. Le reportage de Césaire Carrefour et de Isaka Nana. Depuis 2009, Clérine Ouedraogo perd des cheveux. Une perte de cheveux qu'elle explique par deux raisons. J'aimais trop me défriser. Chaque week-end, c'était les grandes sapes, donc tout le temps dans les salons de coiffure et puis voilà, j'ai commencé à perdre les cheveux. J'ai perdu beaucoup de cheveux aussi dû au diabète parce que depuis que j'ai constaté que je suis diabétique, je suis allée voir un médecin et il m'a dit que, en fait, moi, je fais de l'hyperglycémie. Donc, j'ai perdu tous mes poils. Sinon, même mon corps était velu. Et puis, voilà, j'ai constaté aussi la perte des cheveux. Et puis, depuis là, ça ne fait que tomber malgré le traitement. Tout comme Clérine, Natacha vit la même situation. Chez elle, les coiffures sont l'une des raisons principales de la perte de ses cheveux. Particulièrement pour moi, c'est les nattes serrées. Et quand j'ai constaté que les nattes partaient avec les cheveux de devant, j'ai laissé les nattes et puis j'ai commencé beaucoup plus avec les perruques. Voilà, donc le fait de mettre les perruques tous les jours, c'est ça qui a fait que la devanture est complètement partie. C'est vrai que c'est assez gênant, mais vu que c'est moi, je l'ai causé. Donc voilà, je prends le mal en patience et puis je fais le traitement, ça va revenir avec le temps. Clérine Ouedraogo et Natacha souffrent d'un même mal, l'alopécie. Une perte de cheveux dont les causes sont multiples et multiformes. Il y a des maladies qui entraînent des anomalies des cheveux et des ongles. Des maladies inflammatoires telles que le psoriasis, le lichen plantar, les dermatoses bulleuses, les expositions à des médicaments. On a des coiffures qui tirent sur le front. Ça fait joli sur le visage. Quand tu as la coiffure qui tire le visage, ça fait très joli. Mais à force de le faire aussi, ça tire les cheveux et puis ça peut les déraciner. Parce qu'une fois que c'est déraciné, c'est difficile de rattraper. Ou bien les tissages aussi, parce qu'on fait des nattes tout le tour de la tête aussi qui tirent aussi sur les cheveux. On le fait, mais quand c'est très fréquent, ça crée un problème. Et mon grand problème, ce sont les perruques. Les femmes sont toujours dans les perruques, elles ne veulent pas laisser les perruques. Alors que les perruques, c'est notre grand ennemi. Ça tire. Vous allez voir des femmes qui n'ont presque plus de cheveux devant. Parce que les perruques, là, ça serre la tête et ça empêche le sang de circuler. Les cheveux sont étouffés. Donc ça fait que ça devient un problème. Et quand le problème commence, au lieu de sortir, de laisser les cheveux respirer, les gens foncent dedans. Ils ont honte et puis continuent de mettre, si bien que ça continue de bouffer les cheveux. À côté de l'alopécie, il y a également la perte des ongles. Une maladie qui affecte de nombreuses personnes. Souvent, les gens, à force de mettre les capsules mal faites, ça peut amener même des mycoses. Et une fois que c'est installé, au lieu de se chercher à se soigner, on continue toujours à mettre les capsules sur les ongles, ça étouffe l'ongle et la plaie ne guérit pas. Quand nous, on voit des cas de mycoses comme ça, on les dit tout de suite d'aller voir un médecin. Voilà. Donc les capsules exagérées aussi, ça peut amener des mycoses quand c'est pas bien, puisque on pose sur l'ongle et ça peut amener des infections. Voilà. Et bien sûr, ça va détruire l'ongle. Voilà, donc c'est comme les cheveux. Au lieu qu'on arrête, on continue parce que les ongles sont rongés, ils continuent de mettre les capsules jusqu'à... Il y a des gens, quand ils enlèvent les capsules là, les faux ongles là, on ne peut même pas regarder leurs doigts. Parce que tellement c'est abîmé. Alors, il faut faire stop. Même si on a des vilains doigts, on va tailler, on va soigner, ça va prendre du temps, mais après vous allez retrouver vos doigts. Mais tant qu'on va continuer à mettre les capsules dessus, le problème ne va faire que s'aggraver. Voilà, bon, il y a des traumatismes qui peuvent arriver aussi sur les doigts, mais ça c'est par accident, ça peut arriver. Vous pouvez coincer votre doigt à une porte comme ça
Si c'est très grave, on voit le médecin. Sinon, on soigne seulement et puis bon, l'ongle pousse et puis la partie tachée là s'en va. Voilà. On a aussi souvent des problèmes des ongles incarnés, surtout au niveau des pieds. Ça, c'est un grand souci. Moi, j'ai ce souci-là. Ça fait très, très mal. On conseille de faire régulièrement la pédicure. Il y a des gens qui vont plus loin voir des médecins pour faire des chirurgies, mais faire simplement la pédicure fréquemment, ça résout vraiment le problème. Les motifs de consultation pour les maladies des cheveux et des ongles représentent à eux seuls 2% du taux de consultation au service de dermatologie du centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo. Des maladies diagnostiquées souvent très tard pour la majeure partie des cas. Il existe des anomalies des cheveux et des ongles non rapportées par les patients que nous découvrons lors de nos consultations pour certaines dermatoses, ce qui équivaut environ à 4%. Il y en a qui s'inquiètent et qui consultent tôt, car ils sont soucieux de leur apparence. Mais ils ne sont pas nombreux. En général, ce sont les femmes, à cause du rôle esthétique que jouent les cheveux et les ongles dans leur vie. Sinon, la majorité viennent à un stade avancé, soit parce qu'ils ont négligé le problème, soit parce qu'ils ont eu à effectuer des traitements ailleurs avant de consulter le dermatologue, des traitements qui n'ont pas été efficaces, notamment les femmes pour les problèmes de cheveux. Elles demandent d'abord des conseils à leurs amis, elles s'adressent à leur coiffeuse ou elles consultent le net. Et à ce moment, les lésions sont modifiées et l'aspect peut induire en erreur le médecin et retarder le diagnostic. La prise en charge des maladies des cheveux et des ongles nécessite un traitement long et onéreux. Cela est dû à leur renouvellement normal qui est lent. Et cette durée varie de 3 à 6 mois, voire plus, selon la cause. Il faut à ce moment-là que les patients soient patients et nous devons donc le leur expliquer et les convaincre d'adhérer afin qu'ils n'interrompent pas le traitement avant la fin pour ne pas perdre le bénéfice des efforts fournis au début. Il y a également le fait que les examens coûtent cher, ainsi que certains médicaments, ce qui fait que les patients doivent prévoir ceci dans leur budget mensuel, ce qui n'est pas évident. Et aussi pour certaines maladies, quand les patients arrivent à un stade avancé, le traitement ne peut plus faire retrouver l'aspect normal de l'ongle ou la repousse des cheveux, ce qui est très dommage et ce qui est traumatisant pour les patients. On conseille aux gens de soigner les ongles, de prendre soin des ongles. On a des huiles adaptées pour ça. On a du calcium. Bon, c'est vrai que ça, c'est des produits qu'on trouve en pharmacie qui sont un peu plus chers, mais nous avons des produits à notre portée. Nous avons le beurre de karité qui est vraiment, je dirais, à notre portée. On va acheter des trucs très chers, alors que nous-mêmes, ce que nos mamans produisent ici, on l'a à 100%. Il suffit d'appliquer, de masser les cuticules, l'intérieur des ongles avec, même si vous mettez les vernis permanents, semi-permanents, acryliques, mais si vous protégez bien les ongles, là seulement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est prendre soin de ses ongles et puis garder sa beauté. Et donc, peut être joli, permanemment, et puis voilà. Mais laisser souvent le temps aussi aux ongles de respirer. Il ne faut pas abuser. Il y a des gens qui le font non-stop. C'est permanent, c'est tout le temps. On enlève, on remet, on enlève, on remet. On peut faire un break. On peut le faire un moment, on laisse l'ongle respirer, c'est naturel. Et puis après, on reprend encore et puis voilà, ça continue. Les cheveux, c'est pareil. Moi, je disais tantôt qu'on a des produits naturels qu'on peut même fabriquer avec voilà, ce qu'on a ici, comme je disais tantôt, mayonnaise, beurre de karité, on fait ce mixage-là. Et puis on frotte les cheveux avec le cuir chevelu. Ça, on a le placenta de la... Bon, c'est pas placenta de la femme, voilà. Des cheveux qu'on met aussi, on frotte, on fait des massages réguliers sur le cuir chevelu. Et puis voilà, ça régénère. Voilà, les racines qui restent ressortent. Mais il ne faut pas laisser arracher les racines. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de racines, comme je disais tantôt, c'est comme la plante. Une fois qu'on n'a plus les racines, on a tout perdu. Mais une fois qu'il y a un peu de racines, on peut toujours soigner et puis rattraper. Les maladies des cheveux et des ongles, un diagnostic précoce permet un meilleur résultat du traitement, indique le professeur Muriel Ouedraogo. Retour sur ce plateau avec nos invités. Nous allons revenir sur la chute des cheveux, professeur Ouedraogo. C'est vraiment une préoccupation majeure pour plein de femmes aujourd'hui. Alors, on a une chute physiologique des cheveux. Comme on a vu le cycle pilaire là, on perd à peu près 10 à 15% des cheveux. Donc, on a environ 100 000 à 150 000 cheveux
sur la tête et donc à peu près 100 à 150 cheveux par jour. C'est quand cette quantité devient importante que c'est pathologique. Et on va appeler cela l'alopécie. On a une alopécie qui peut être partielle, c'est-à-dire qu'il y a des plaques de cheveux qui s'en vont sur certaines parties du cuir chevelu. On peut avoir une alopécie qui va être totale, c'est-à-dire que tous les cheveux peuvent tomber. Ça peut être d'origine traumatique ou bien psychologique. Il y en a qui se lèvent suite à un traumatisme psychologique. Du jour au lendemain, tous les cheveux peuvent tomber. Et puis, on peut avoir... Comme tous les cheveux peuvent blanchir aussi. Oui, en effet, le stress peut aussi modifier la couleur des cheveux. L'alopécie peut être temporaire. À une période donnée, ça chute, par exemple, après l'accouchement, on appelle ça l'effluvium du postpartum, la femme va perdre un peu plus de cheveux que d'habitude. On peut avoir une alopécie, définitive. Certaines maladies peuvent faire chuter les cheveux et ça ne repousse plus. Ça peut être cicatriciel. Et donc... Des maladies comme, par exemple? Par exemple, le lupus, c'est une maladie auto-immune qui peut entraîner une calvitie, enfin une alopécie définitive. Également, la folliculite de Kenko, par exemple, ça peut entraîner. Mais nos pratiques traumatisantes de un défrisage excessif, répété, les chauffages, on va utiliser des plaques chauffantes, même le casque, et les tractions, les coiffures trop serrées, trop... Ça c'est les causes, le foulard et le foulard. Oui, le foulard, si c'est très serré aussi, ça peut entraîner une alopécie. Et c'est ce dont on parlait dans le reportage, là, l'alopécie de traction, parce qu'on tire sur les cheveux, on tire sur les racines et on les arrache. Et on a vu que le cheveu africain n'était pas profondément inséré. Donc, quand la traction est importante, ça s'arrache. Docteur Wangré, quels sont les symptômes d'une chute de cheveux? Bon, par rapport à la chute des cheveux, il faut dire qu'elle est objectivée déjà quand vous voyez qu'il y a une partie des cheveux qui manquent sur une zone de la tête. Mais il y a certains signes qui doivent interpeller et qui doivent vous amener à consulter. C'est notamment quand vous avez des plaies sur la tête, c'est quand vous remarquez que le volume, la densité des cheveux diminue, quand vous remarquez que les cheveux deviennent de plus en plus fins, ou bien que vous avez beaucoup de pellicules sur la tête, ou bien que le cuir chevelu est douloureux, cela doit vous interpeller et vous consulter. Et donc, ça permet de voir qu'il y a une chute des cheveux. D'accord. Par rapport aux principales causes, professeur Ouédraogo, est-ce que les causes sont spécifiques chez l'homme, chez la femme, chez les enfants? Est-ce que c'est les mêmes causes? On a plusieurs causes. D'une façon générale, on peut avoir des maladies qui peuvent entraîner une chute de cheveux. Et on peut avoir des causes génétiques et puis des causes traumatiques. Alors, si on prend les causes, par exemple, infectieuses, on peut avoir la teigne qui entraîne des plaques d'alopécie sur le cuir chevelu. C'est prédominant chez l'enfant, mais des adultes peuvent développer la teigne, surtout en cas d'immunodépression. On peut avoir certaines maladies, notamment la syphilis, qui entraîne aussi des alopécies en clairière. C'est comme si on a enlevé des touffes de cheveux, comme à l'image, par-ci, par-là. Sur cette image, c'est plutôt une teigne chez un enfant et on voit que c'est arrondi et toute la partie est enlevée. Des infections virales, un zona ophtalmique peut aussi intervenir et puis atteindre le cuir chevelu. Et certaines infections, des patients infectés par le VIH, l'immunodépression peut entraîner un décrépage des cheveux. Le cheveu devient soyeux, lisse, alors qu'il est crépus. Et avec le temps, il va se raréfier. Voilà. Et des affections inflammatoires telles que le lichen plantar, par exemple, pilaire, peut
enlever également les cheveux. Les affections auto-immunes, on a parlé du lupus tout à l'heure, ça peut également enlever les cheveux. Plus spécifiquement, des causes psychologiques peuvent entraîner la pelade. La pelade peut être partielle, c'est-à-dire que ça enlève quelques touffes, ou totale. On a vu... Voici, ça c'est la pelade. Voilà, c'est une pelade. Et vous voyez que c'est différent de la teigne parce que les plaques laissées sont lisses. Quand on touche, c'est comme s'il n'y a jamais eu de racines, même de cheveux là-bas. La zone est très lisse. Et voilà par rapport à la teigne ici, où on sent quand même, quand on va toucher, c'est un peu plus rugueux en fait, alors que de l'autre côté, c'est lisse. Les causes psychologiques, donc il y a la pelade, et on peut avoir les causes génétiques, l'alopécie androgénique qui est prédominante chez l'homme, ou bien calvitie. On peut avoir des causes, un peu traumatiques, notamment le cheveu incarné, liées aussi aux pratiques de coiffure, de rasage, parce que ça peut survenir aussi sur la barbe. Et au fur et à mesure que la maladie se développe, ça va constituer une sorte de plaque fibrosante où les cheveux ne poussent plus. Certains hommes l'ont sur la nuque parfois. Vous avez dû parfois remarquer en circulation. Et dans notre contexte, l'alopécie que nous rencontrons le plus souvent, c'est l'alopécie de traction que les patientes ont décrit dans le reportage, qui est lié à tout ce qui est traction mécanique sur le cheveu, soit par nos coiffures, soit par, voici ici par exemple, des nattes avec des mèches, et on sent déjà une folliculite. Il y a des petits boutons qui apparaissent à la racine parce que c'est déjà trop serré. Et souvent, ça commence comme ça, et au fur et à mesure, on va arracher les racines. Voilà. Et ça va finir par ne plus pousser parce qu'on arrache définitivement les racines. D'accord. Nous avons parlé de pelade. Est-ce qu'après un traitement de pelade, les cheveux peuvent ressortir, peuvent pousser à nouveau? Oui, les cheveux peuvent pousser dans la pelade, même sans traitement. Parce que c'est une affection psychosomative. Quand je dis sans traitement, on n'a pas besoin forcément d'appliquer des choses. Ça va être une psychothérapie de soutien. Quelqu'un qui a perdu un être proche de façon brutale, soudaine, peut avoir été tellement choqué que ses cheveux tombent. Et au fur et à mesure qu'il va se remettre, voilà, les cheveux vont recommencer à pousser. Docteur Wangré, quelles sont les maladies qui affectent les ongles? Il existe des maladies qui sont spécifiques aux ongles, d'abord. Mais en dehors de ces maladies, il faut dire que l'ongle peut être le reflet visible de maladies générales, notamment une malnutrition, une carence en fer peut se manifester sur les ongles. Une maladie pulmonaire, une maladie cardiaque ou une maladie rénale peut être perçue au niveau des ongles. Mais ce qui est essentiel de retenir, c'est que l'ongle subit des modifications. Et c'est surtout ces modifications qu'il faut avoir en tête, puisque cette modification peut concerner d'abord la forme de l'ongle. Parce que quand vous prenez l'ongle normal, il y a une courbure dans le sens transversal et horizontal. Donc, ce qui fait que quand vous déposez, par exemple, une goutte d'eau sur l'ongle, elle ne peut pas tenir, elle va tomber. Donc, on peut, si vous remarquez que l'ongle peut changer de forme, une accentuation de la courbure ou bien il y a une dépression, et donc cela est pathologique. Deuxièmement, on peut avoir une modification de la couleur de l'ongle. C'est ce que nous observons actuellement sur l'éclat, où l'ongle est de couleur blanche. Voilà, ce qui traduit en fait un décollement de l'ongle du lit. On l'appelle onycholyse. Donc, s'agissant aussi de la couleur, on peut avoir une couleur noire, l'ongle peut être de couleur verte. C'est ça que nous observons actuellement, qui est l'apparition, c'est un névus, c'est une multiplication des cellules, des mélanocytaires à ce niveau qui ne devaient pas y être.
On peut avoir aussi une modification de l'épaisseur de l'ongle. Donc, actuellement, c'est ce qu'on parle d'une pachyonychie avec une hyperkératose. Ça veut dire qu'il y a une substance qui va apparaître sous l'ongle et qui va entraîner son décollement. Donc, en dehors des modifications de couleur, de forme et de l'épaisseur, on peut aussi observer là on assiste à une destruction en fait des ongles. Et globalement, les différents groupes d'atteinte d'ongles, c'est quoi? On peut assister soit à des maladies infectieuses telles que les mycoses des ongles ou bien une inflammation, on parle d'onyxis. On peut avoir des lésions tumorales, des maladies tumorales. On peut avoir aussi une déformation des ongles. Et donc, ce sont les grands groupes, en tout cas, de pathologies, de maladies rencontrées au niveau des ongles. Nous allons revenir sur les cheveux. Professeur Ouedraogo, on a parlé des causes, des agressions des cheveux, des traitements ou soins excessifs. Vous avez parlé de défrisage, la teinture, la perruque, le foulard, le fer chauffant. Tout ceci agresse les cheveux. Quels sont les risques encourus en ce moment, après ces agressions? En effet, tout ce qui va traumatiser le cheveu, donc les coiffures trop serrées, l'excès de mèche, la mèche est trop lourde pour une touffe de cheveux peu importante, les perruques répétées parce que c'est aussi serré, même les foulards que l'on va très serrer sur la tête peuvent abîmer les cheveux. Et les risques, si je prends le défrisage avec des produits caustiques, on va avoir une brûlure de la tige pilaire, du cuir chevelu. Si je prends les outils chauffants, on peut également brûler la cuticule du cheveu, on peut même brûler le cuir chevelu. Donc, brûlure, irritation, on peut avoir le prurite, le cuir chevelu qui se met à gratter parce que les produits sont inappropriés, par exemple. Ensuite, ça va desquamer, ça va peler, puis il y aura beaucoup de pellicules. Et on peut avoir un dessèchement du cuir chevelu, dessèchement des cheveux, la modification de la couleur de cheveux. Plus on défrise, plus le cheveu devient roux, il change de couleur parce qu'on est en train de détruire la cuticule, le cortex. L'affinement, le cheveu devient mince, voilà. Et puis la raréfaction, on a vu la dame dans le reportage, on voyait que les cheveux étaient plus rares. Et puis, pour finir, l'alopécie. Tous les cheveux partent et puis il n'y a plus de cheveux. Et quels sont les risques liés aux soins et pratiques sur les ongles? Alors, les soins et pratiques sur les ongles aussi, s'ils sont faits par des non-professionnels, des personnes non qualifiées, peuvent avoir des répercussions. Déjà, si le matériel n'est pas stérilisé, ça peut être source d'infection. Si on utilise des produits non adaptés, on va utiliser par exemple du shampoing pour nettoyer les ongles ou des produits détergents tels que des lessives pour nettoyer les ongles, ça peut entraîner des irritations, de l'allergie. La pose répétée de faux ongles, la dame en parlait dans le reportage, aussi peut fragiliser le lit de l'ongle, fragiliser l'ongle qui va devenir friable, changer de couleur et puis être source d'infection. L'usage répété des lampes pour sécher peut entraîner également un vieillissement de la peau parce que c'est comme une lumière qui émet des rayons ultraviolets, tout comme le soleil. Donc, ça va entraîner le vieillissement héliodermique que le soleil aussi entraîne. Et puis, dans certaines professions, les ongles seront souvent trempés dans de l'eau, voilà, et humide, et ça peut aussi favoriser des pathologies, des mycoses ou bactériennes. Donc, il faut songer à protéger les mains et puis les ongles dans ces genres de professions-là.
Docteur Wangari, quel est le rôle des sourcils? Est-ce qu'il y a un danger à les raser? Les sourcils jouent principalement un rôle de protection contre la poussière, un rôle de protection contre la pluie, contre l'écoulement de la sueur. En effet, quand la sueur coule, arrivée au niveau des sourcils, la sueur sera déviée sur les côtés du visage et donc cela va permettre à ce que la sueur ne coule pas directement dans les yeux. Le deuxième rôle joué par les sourcils aussi, c'est un rôle de communication. Voilà, dans la mesure où quand on communique, on a tendance à froncer les yeux et les sourcils participent avec les muscles du visage à traduire certaines émotions, notamment la peur, la tristesse, la joie peuvent se lier sur le visage à travers les sourcils et les muscles. Il y a que les sourcils jouent aussi un rôle esthétique. Voilà, et comme les cheveux et les ongles, et de plus en plus, vous voyez que certaines personnes épilent les sourcils, mais pas pour laisser le vide, hein. C'est pour après appliquer des colorants pour redessiner. Et c'est à ce niveau que se trouve le danger aussi, parce que si, lors de l'épilation, si ce n'est pas bien fait, dans le sens de la pousse des ongles, des poils plutôt, on peut assister à un ongle et à un poil incarné. Et aussi comme c'est le visage, si vous avez des blessures, ça peut avoir un effet esthétique aussi. Et donc, en appliquant aussi certaines substances, on peut réagir, ça peut entraîner des irritations ou bien une allergie à ce niveau. C'est ce que je pouvais dire par rapport aux sourcils. Aux sourcils. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiandre-Bugo. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. Madame Hassana Nebié nous a appelé d'Abidjan. Elle constate que les côtiers ont plus de poils que les Sahéliens. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que déjà son constat est pertinent? Qu'est-ce qui explique cela si c'est vrai? Et l'autre remarque qu'elle a faite, c'est que quand elle vient à Ouagadougou, ses ongles se cassent et ses cheveux également. Et il lui faut un bout de temps avant que ça repousse. Et c'est la même chose quand elle repart à Abidjan. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène? Madame Sanou nous suit à Banfora. Elle veut comprendre un phénomène stressant qu'elle vit. Les poils de ses parties intimes tombent depuis plus de 6 ans et pourtant elle a des cheveux qui sont très longs et très crépus. Pour la chute des poils pubiens et de ceux des aisselles, elle a consulté des dermatologues qui lui ont prescrit des produits très coûteux, mais malgré les traitements, la situation n'a pas changé. Bien au contraire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vers qui se tourner pour avoir une solution à ce problème qui, elle l'avoue, est très stressant, très perturbant pour elle. Monsieur Somda nous suit à Ouagadougou et en vous suivant pendant l'émission, il a entendu que c'est avec l'âge que les cheveux blanchissent. Est-ce que cela est forcément lié, cheveux et âge avancé? Il pose la question parce qu'actuellement, il remarque qu'il y a beaucoup de jeunes et même des enfants qui ont des cheveux blancs. Toujours sur cette histoire de cheveux blancs, M. Brahima Sanou nous a appelé de Bobo Dioulasso. Il veut savoir qu'est-ce qui explique que le fait que beaucoup de jeunes ont des cheveux blancs actuellement. M. Mamadou Traoré à Bobo Dioulasso, lui, il a entendu que c'est parce que les mélanocytes ne travaillent pas que les cheveux blanchissent. Comment est-ce qu'on peut les faire travailler? Son autre question, est-ce que le phénomène est réversible? Est-ce qu'on peut faire que on peut arrêter la pousse des cheveux blancs? Est-ce qu'on peut revenir à des cheveux noirs? Monsieur Paulin Ouedraogo nous suit à Ourodara. Lui, il veut savoir s'il y a un traitement
pour réduire la pilosité chez les femmes qui sont très velues? Quelle attitude pour celles qui ont la barbe ou des poils sur la poitrine? Toujours sur les femmes qui ont la barbe, quelle attitude? Ça, c'est Madame Mamounata Ilboudo qui est à Tinkodogo. Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut utiliser la cire chaude comme les Européennes le font? Voilà. Madame Lalogo Nezebo Aïcha à Ouagadougou, elle a 2 questions. Qu'est-ce qui peut occasionner la chute des cheveux? Les principales raisons qui peuvent amener la chute des cheveux. Son autre question, c'est est-ce qu'il y a des compléments alimentaires recommandés pour favoriser la pousse des cheveux? Madame Nadia Ouedraogo Awaga, elle veut savoir quelle est l'incidence du stress sur la perte des cheveux. Madame Congo nous a appelé de Zignaré. Elle a des ongles cassants qui se dédoublent presque chaque fois. Et pourtant, elle n'a jamais utilisé de faux ongles. Comment résoudre déjà ce problème? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est le signe d'une maladie ou d'une carence? Madame Souton Norma Ouedraogo est à Ouagadougou. En suivant l'émission, elle a cru comprendre que les cheveux blancs sont liés à l'âge. Et elle se demande si l'âge également peut amener une réduction de la masse capillaire. Est-ce que l'âge peut rendre les cheveux fins? Parce qu'on constate qu'il y en a qui avaient beaucoup de cheveux, avec l'âge ça diminue. Est-ce que c'est un constat qu'on doit accepter ou bien il faut chercher une solution? Monsieur Sommangré Ilboudo nous appelle de Ouagadougou. Lui, il a vu des jeunes filles qui ont mis des faux cils et puis, juste dans la soirée, elles ont eu des problèmes d'yeux. Quelle est la dangerosité des produits qui sont utilisés? Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces cas-là? Est-ce que c'est conseillé déjà d'utiliser les faux cils? Quels conseils vous donnez à ceux et à celles qui aiment beaucoup utiliser ces faux cils-là pour leur beauté? Et son autre préoccupation, il a une nièce qui aime les faux ongles, les extensions. Et depuis 1 an, il y a par moment du pus qui s'écoule de ses ongles. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ces problèmes-là peuvent conduire à ce qu'on lui coupe les doigts un jour si ça ne va pas? Madame Awazungrana, elle a les cheveux nappis depuis une dizaine d'années. Elle se demande s'il faut accepter que dans les salons, on lui lisse les cheveux au fer chaud. Enfin, c'est ce qu'elle dit. S'il faut accepter qu'on lui lisse les cheveux, est-ce que cette pratique-là est dangereuse pour les cheveux? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Les questions des téléspectateurs, on commence avec celle de Madame Astana Nebié, professeure Ouedraogo. Elle a appelé d'Abidjan. Elle constate que les côtiers ont plus de poils que les Sahéliens. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Alors, déjà, la pousse des poils est d'origine génétique. Donc, si elle a hérité cela de ses parents, elle va avoir également les mêmes attributs. Est-ce qu'il y a un phénotype différent chez les Sahéliens? Peut-être que c'est dû au climat ou à l'environnement. Parce qu'elle a remarqué que quand elle vient à Ouaga, ses ongles se cassent, ses cheveux également. Donc, mais quand elle repart à Abidjan, ça reprend, ça repousse. Donc, oui, ça c'est plutôt lié à l'environnement. Par exemple, quand vous avez les Sahéliens qui vont dans les pays tempérés, vous voyez que les cheveux également en souffrent. Donc, si elle vient par exemple au moment de l'harmattan, c'est un vent sec et froid, et que les cheveux ne sont pas habitués à cela, elle peut avoir
une chute. C'est pour ça que durant cette période, il faut bien nourrir les cheveux et puis avoir quelques coiffures protectrices. Ça peut également dépendre du régime alimentaire également. Si elle mange différemment quand elle change d'environnement, les cheveux ou les ongles peuvent en pâtir. Donc, la question de Madame Sanou, elle est la Banfora. Elle veut comprendre un phénomène stressant qu'elle vit. Les poils de ses parties intimes tombent et pourtant ses cheveux sont très longs et très crépus. Donc, apparemment, les poils pubiens et ceux des aisselles. Donc, elle dit avoir consulté des dermatos qui lui ont prescrit des produits coûteux, mais malgré les traitements, la situation ne change pas. Bien au contraire, elle se demande qu'est-ce qu'il faut faire, vers qui se tourner. Docteur Wangré. Ok, merci bien, Madame Sanou. Bon, par rapport à la chute des poils, je pense qu'il y a une définition qui avait été donnée et par rapport à la pelade. Peut-être que la chute des cheveux qui est observée sur le cuir chevelu, qui peut être occasionnée par le stress, il faut dire que les autres poils de l'organisme peuvent subir le même effet. C'est notamment les poils qui sont sur le corps, les poils qui sont au niveau des aisselles et les poils qui sont, et même les poils qui sont les sourcils, les cils et les poils du pubis. Et sur le plan médical, je pense qu'il faut accompagner aussi les traitements d'une psychothérapie. Voilà. Mais là, dans son cas, les cheveux sont là, bien longs. C'est les autres parties. C'est les poils pubiens et ceux des aisselles, spécifiquement. Il faut qu'elle consulte pour qu'on puisse mieux examiner. Elle dit avoir consulté, même payé des produits. Apparemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Repartir vers d'autres médecins. Oui, repartir, oui. Je Donc, pense il faut qu'elle voilà. change de médecin traitant. On n'a pas dit ça. Bon, c'est ce qui s'impose par rapport à... Voilà, je pense, oui, c'est mieux qu'on la revoie et qu'on puisse évaluer, voilà, ce qui, pour mieux cerner le problème. D'accord. À la question de M. Somda, entendu parler l'âge, le lien qu'il y a entre le blanchiment des cheveux et puis l'âge. Pourtant, il y a des jeunes qui ont les cheveux blancs, qui portent des cheveux blancs. Oui. Professeur. Ok. Oui, docteur Wangré, allez-y. Oui, bon, je voudrais revenir sur le phénomène de blanchiment des cheveux. En effet, c'est pas qu'il existe des maladies congénitales qui vont occasionner l'apparition de cheveux blancs chez des personnes qui sont jeunes. Le blanchissement des cheveux chez les personnes âgées, c'est ce mécanisme en fait qui s'explique par l'épuisement en fait du rôle des mélanocytes. Et le stress peut occasionner aussi l'apparition de cheveux blancs, dans la mesure où, au cours du stress, on peut avoir une destruction des cellules qui se trouvent dans le follicule pileux et qui colorent en fait les cheveux en blanc. Et on peut parler aussi de ce qu'on appelle une maladie, parce que ça c'est aussi rencontré sur la peau, le vitiligo, où on constate que avec l'absence de fabrication de mélanine liée au fait qu'il y a un ralentissement de la fabrication de la substance qui colore la peau, on peut se retrouver avec des parties de la peau qui sont blancs et qui ne sont pas noirs. Aussi par rapport aux cheveux, il faut dire que sur le plan, on l'a dit, la génétique intervient aussi dans le blanchiment des cheveux. Il y a certaines familles où les cheveux blanchissent précocement. Voilà, en dehors du phénomène, ce qui veut dire que les cellules, les mélanocytes, en fait, commencent très tôt à ne pas fabriquer cette substance. Okay, voilà. Cela m'amène à poser la question de M. Mamadou Traoré, qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer les mélanocytes pour que cela continue à travailler. Est-ce que le phénomène, quand ça s'arrête, est-ce que le phénomène est irréversible? Ça dépend de la cause, en fait, parce qu'il peut s'agir essentiellement d'une inhibition
d'un ralentissement passager. Voilà, d'un ralentissement dans ce cas. Si c'est lié, par exemple, au stress, si la cause, en fait, a été traitée, on peut revoir, en tout cas... Les cheveux blancs peuvent... Non, puisque les cheveux noirs... Okay, en fait, quand on prend le cycle du cheveu, on dit que le cheveu va pousser, il y aura un temps de repos et le cheveu va tomber. Voilà. Et donc, dans ce processus de remplacement des cheveux, si initialement c'était un problème lié à un ralentissement en fait de la fabrication de la mélanine, si le processus est reconstitué, ça veut dire que le prochain cheveu qui va pousser, on va assister en fait à une repigmentation. Mais sur le plan physiologique, dans le cadre du vieillissement en fait de la peau, du vieillissement des cheveux, on note en effet une absence. Et là, je pense que le processus en fait n'est pas réversible. Il y a lieu peut-être d'utiliser des pigments pour noircir les cheveux et c'est ce qu'on constate. Monsieur Ouedraogo, pour les appelés de Orodara, il veut savoir s'il y a un traitement pour réduire la forte pilosité chez certaines femmes, notamment celles qui ont une barbe ou qui ont des poils sur la poitrine. Professeur Ouedraogo. Alors, les femmes qui ont des poils sur les zones dites de pilosité masculine, il faut différencier deux cas. Il y a des cas où il y a un excès d'hormones mâles chez la femme et on va appeler cela l'hirsutisme. En plus d'avoir de la barbe ou des poils sur la poitrine ou bien les jambes, la femme va avoir une voix rauque, les seins qui sont peu développés, voilà, une perturbation du cycle menstruel. Et dans ce cas, il faut évaluer puis faire un traitement hormonal. Si c'est une hypertrichose, ça c'est les poils qui poussent seulement, mais ce n'est pas un excès d'hormones, on va recourir à des épilations pour essayer de réduire voilà, cette pilosité-là. Donc, il faut consulter pour que l'on puisse faire les explorations nécessaires. Ok, on me demande même si on doit raser ou alors si on doit épiler à la cire comme on le voit en Europe. Est-ce que ça, il y a des risques? Chaque type d'épilation a des avantages et des inconvénients. Hein. On peut avoir une incarnation du poil parce que plus on épile, plus le poil qui pousse est dur, épais. Et donc, il peut avoir des folliculites, il peut avoir des brûlures liées à la cire. Il y a d'autres types d'épilation plus ou moins définitives avec le laser quand vraiment l'hypertrichose est aussi très importante. On peut recourir à... Il y en a aussi qui arrachent au niveau de la barbe. Avec la pince, voilà. L'épilation à la pince, mais ça repousse toujours. Bon, il y a aussi des crèmes dépilatoires qu'on applique la crème et puis après les poils tombent. Bon, il y a plusieurs façons. La personne pourra essayer ce qui convient le mieux. Ok, la question de Madame Lalogo, Zerbo Aïcha, elle est revenue sur les causes de la chute des cheveux. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires pour favoriser la pousse des cheveux? Docteur Wangré. Bon, en effet, parmi les causes de la chute des cheveux, nous avons parlé de certaines carences. Voilà, donc en fonction de la carence qui aura été identifiée, on peut être amené à prescrire des compléments alimentaires, puisque c'est quoi les compléments alimentaires? Ce sont des nutriments, des vitamines qu'on va apporter liés au fait que l'organisme n'apporte pas suffisamment ces éléments. Et donc, ces compléments alimentaires vont stimuler la repousse des cheveux et vont participer aussi à fortifier les cheveux cassants. Et quelle peut être l'incidence du stress sur la perte des cheveux? C'est la question de Mme Nadia Ouedraogo. L'incidence du stress ouais. Sur la perte des cheveux, sur la chute des cheveux. Sur la chute des cheveux. En fait, le stress va entraîner une modification du cycle de renouvellement des cheveux.
Et ce stress... Allez-y, ce stress. Oui. Et ce stress va nécessiter la prise en charge psychologique. Et donc, on peut du jour au lendemain assister, c'est la pelade que nous venons de voir, assister à une chute des cheveux liés au stress qui peut se présenter sous forme de plaque, mais on peut assister à une perte complète, une chute totale des cheveux du cuir chevelu et une atteinte des autres, des poils, des cils et même des poils du corps. Donc, dans ce cas, en fait, on parle d'une alopécie totale, voilà, une alopécie générale, et ça peut avoir un impact, en tout cas, sur la qualité de vie. Il y a Madame Monsieur Sommanegré Ilboudo qui nous a appelé de Ouagadougou. Il a vu des jeunes filles qui ont mis des faux cils, qui ont eu des problèmes d'yeux. Quelle est la dangerosité de ces produits, professeur Ouedraogo? En effet, les faux cils qui consistent à coller des poils sur les cils peuvent avoir des répercussions fâcheuses. Déjà, la colle utilisée peut ne pas être appropriée. Même le cil, le poil que l'on met peut irriter, peut entraîner des infections, peut entraîner, comment on dit, des allergies. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met sur les cheveux et sur les cils. Être sûr de la compétence de la personne qui pose cela. Et surtout, ça ne doit pas être continuel. Il faut faire des pauses pour laisser respirer les cils de temps en temps. Sinon, on va l'abîmer au finish. Et il a également une nièce qui aime les faux ongles et depuis 1 an, il y a des moments où du pu s'écoule des ongles. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il faut arrêter de mettre les faux ongles. On ne peut pas mettre des faux ongles de façon continue également. Il faut des pauses pour que l'ongle respire, que l'ongle puisse se renouveler. Parce que même la pratique des manicures avec des instruments qui ne sont pas forcément stérilisés peuvent entraîner des infections. S'il y a du pus, c'est qu'il y a une infection. Donc, il faut faire une pause pour que l'on puisse traiter. Et le traitement de l'ongle peut prendre du temps parce que le temps de renouvellement de l'ongle là-même est déjà long, surtout au niveau des ongles des pieds. Et donc, ça peut prendre la fourchette? 6 à 9 mois au niveau des pieds, 3 à 6 mois au niveau des mains. Donc, OK, à la question de Madame Congo qui a appelé de Zignaré, elle a des ongles cassants qui se dédoublent et pourtant elle n'a jamais mis de faux ongles. Docteur Wangré, comment résoudre ce problème? Est-ce le signe d'une maladie ou d'une carence? OK, merci bien. Bon, par rapport au dédoublement, aux ongles qui sont cassants, c'est peut être le signe en effet d'une maladie, le signe d'une carence ou bien aussi d'autres facteurs. On a l'utilisation des détergents qui peuvent fragiliser les ongles. Donc, et le fait aussi de laisser les ongles longtemps dans l'humidité, cela contribue en fait à fragiliser les ongles. Donc, c'est pas seulement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer. Il serait bien que la personne puisse faire une consultation. On a déjà répondu à la question de M. Souton Noma Ouedraogo. Où c'est Mme Souton Noma, elle se demande si l'âge peut amener une réduction de la masse capillaire et les rendre fins. Effectivement, c'est ce qui a été dit. Oui. Donc, avec l'âge, les cheveux se raréfient, ça diminue de volume, ça devient plus fin. Oui, ça devient plus fin aussi. Okay. Est-ce qu'avoir les cheveux nappés, Mme Awa Zungrana, depuis une dizaine d'années, elle se demande s'il faut accepter qu'on les lisse dans les salons de coiffure, passer le fer chaud, les fers chauffants. Est-ce que c'est dangereux pour les cheveux? C'est dangereux si c'est répétitif.
parce qu'on va passer le fer chaud sur le cheveu directement. S'il est très chaud, on peut abîmer la cuticule, on peut abîmer le cortex du cheveu. Donc, ça ne doit pas être une opération qui est répétée. Elle peut utiliser un démêlant pour ramollir et mieux permettre le coiffage de ses cheveux, plutôt que de lisser tout le temps pour... je suppose que c'est pour que ça soit plus malléable. Par mois, combien de fois on peut lisser les cheveux? En fait, ça dépend du type de cheveux. Il y en a dont les cheveux, le grain de cheveux est assez gros. Ils supportent mieux que ceux qui ont les cheveux, voilà, qui sont plus fins. Donc, c'est selon, si les cheveux sont très fins, je dirais peut-être une fois par mois, mais une fois même en passant. Mais je pense que les coiffeuses doivent aussi apprendre des techniques plus saines pour prendre soin des cheveux crépus. Voilà. Et les cheveux fins. Madame Samira Kaboré à Ouaga, elle veut savoir quelles sont les attitudes à avoir pour éviter la perte des cheveux. Docteur Wangré. Pour éviter la perte des cheveux, il faut prendre soin des cheveux. C'est d'abord sur le plan des cosmétiques, il faut utiliser des shampoings doux. Il faut utiliser des produits qui sont adaptés au type de cheveux. Parce que nous avons des shampoings pour cheveux secs, pour cheveux gras. Il faut aussi protéger les cheveux pendant certaines périodes de l'année, notamment pendant le froid. Le froid, le vent, l'harmattan a des conséquences néfastes sur les cheveux. Donc pendant cette période, il est préconisé de protéger les cheveux et aussi d'appliquer des crèmes émollientes, voilà, de temps en temps, surtout sur les cheveux secs. Et n'est pas, quand on prend soin des cheveux, surtout dans l'utilisation des cosmétiques, quand vous faites des défrisages ou le colorage, la teinture des cheveux, il faut respecter les instructions. Le temps de pose, et non, il y a certaines personnes parfois qui augmentent le temps de pose des cheveux sous prétexte que le cheveu est crépus. Et donc, quand on préconise de faire 10 minutes, ces personnes peuvent doubler, voire tripler le temps. Et donc, ça va contribuer à fragiliser les cheveux aussi. Et surtout, avoir une alimentation saine. Et une alimentation saine et équilibrée, c'est les protéines, les fruits et puis les légumes qui vont contribuer naturellement à apporter les nutriments nécessaires aux cheveux. Et à la question de M. Yen, qui a appelé de Ouaga, il a 32 ans, il n'a jamais eu de poils aux aisselles. Est-ce normal, professeur Ouedraogo? Alors, on dira de façon générale que ce n'est pas normal parce que à partir de la puberté, on a la pousse des poils sur certaines zones. Mais certaines personnes sont moins velues que d'autres. Donc, il faut consulter pour que l'on voit s'il n'y a pas de perturbation. On peut doser aussi ses hormones mâles, les androgènes, pour voir est-ce que c'est normal ou pas. Voilà, et peut-être qu'il faut lui faire un apport d'hormones. La question de Mme Barrault a un lien avec celle de M. Yen. Elle veut savoir qu'est-ce qui explique que certains ont beaucoup de cheveux et pas de poils pubiens et vice-versa. Comme il y en a aussi qui n'ont pas de cheveux mais qui ont beaucoup de poils pubiens. Comment cela s'explique? Alors, c'est peut-être aussi génétique. Si ils l'ont depuis la naissance, s'il n'y a pas eu de perte ou de chute au niveau de ces poils pubiens-là, par exemple, dû à des maladies. Mais certaines personnes sont moins velues que d'autres encore. Donc, je dirais que c'est à peu près la même réponse. Madame Alida Kanchiono est à Ouaga. Elle souffre d'une maladie des ongles. Ça se décolore et après la partie se détache de la chair. Elle traite, ça finit et ça revient. Elle aimerait comprendre à quoi cela est dû, comment éviter que cela revienne. Docteur Wangré. Bon, par rapport à cette question, moi, je conseillerais plutôt de faire une consultation parce qu'il y a plusieurs causes qui peuvent... on peut avoir des facteurs externes qui peuvent colorer les ongles, en effet,
ou bien sur le plan alimentaire, il y a certains produits cosmétiques qui colorent les ongles. Et donc, je préconise plus que la personne consulte. La dernière question des téléspectateurs, Madame Kisseline, elle a entendu parler de la maladie des cheveux incoiffables. Est-ce vrai? Comment comprendre cela, professeur? Oui, il y a la maladie des cheveux incoiffables. Il y a d'ailleurs un célèbre président américain qui les avait. C'est des cheveux difficiles à manier, en fait, qui ne restent pas dans la position que l'on leur donne par la coiffure. Bon. Des cheveux rebelles. Oui, si on veut dire. Donc, je pense qu'il faudra des cosmétiques un peu adaptés pour les maintenir en place. Donc, c'est naturel. Y a rien à bon, faire. c'est pas que c'est naturel, mais c'est leur type de cheveux aussi. Ça sera de... En tout cas, je ne suis pas au courant d'un traitement médical pour cela. Ça sera de voir avec le coiffeur comment faire pour maintenir les cheveux dans telle ou telle position. Professeur, quelles sont les différences pour le cheveu en général et comment entretenir même le cheveu? Alors, comme pour la santé d'une manière générale, on va commencer par une alimentation saine et équilibrée. Parce que c'est ce qu'on mange qui va arriver par le sang au niveau des cheveux. Donc, il faut manger des fruits et des légumes. Il faut varier l'alimentation pour avoir un apport de nutriments. Ensuite, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir, éviter les produits excitants, éviter trop l'alcool, le tabac. Il faut gérer au mieux le stress parce qu'on a vu tout au long de l'émission là que le stress peut entraîner une chute de cheveux. Donc, apprendre à le gérer pour ne pas subir aussi les conséquences de ce stress. Maintenant, les soins capillaires adaptés aux cheveux, il faut des shampoings peu agressifs. Le démêlage est important pour le cheveu crépus. Donc, pour pouvoir le coiffer, il faut l'assouplir par les démêlants. Et puis, il faut apporter une bonne hydratation, nutrition de ces cheveux-là. On peut utiliser nos produits locaux, notamment les huiles que nous avons, le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de Nîmes, l'huile de baobab. Ce sont des produits locaux qui sont bien pour les cheveux. Avoir des habitudes de coiffure raisonnables. Donc, éviter d'enchaîner les coiffures trop serrées, trop lourdes, douloureuses. On dit tolérance zéro pour la douleur. Si vous vous coiffez et puis ça fait mal, c'est pas bon pour vos cheveux. Il faut défaire. Il ne faut pas traumatiser le cheveu par les défrisages répétés et puis laisser le temps aux cheveux de se reposer. Quelles sont les différences pour l'ongle, Docteur Wangré? Oui. Comment l'entretenir? Ok, merci Madame Dao. Je pense que du fait de leur appartenance anatomique, comme on le dit, hein, les fanères, on remarque que quand on entretient bien lors des traitements des cheveux, ça se répercute aussi sur les ongles. Donc, autant pour les cheveux, il faut les nourrir, il faut d'abord l'alimentation équilibrée qui va favoriser la repousse. Il faut protéger les ongles. Et surtout porter des gants quand on manipule les détergents, parce que les détergents vont fragiliser les ongles. Il faut faire les manicures de manière raisonnable, peut-être une fois par semaine, sinon plus. Et il faut éviter chaque fois de mettre les ongles, voilà, parce que ça peut créer en fait des infections. Et comme on l'a dit, il faut hydrater les mains, hydrater les ongles. Nous avons des huiles. Et ce qui est intéressant, il faut pouvoir laver les mains et les sécher de manière avec des savons doux. Et le soir, avant de se coucher, après avoir lavé les mains, on peut utiliser du beurre de karité pour masser les ongles ou bien tout autre
type d'huile, l'huile de baobab et l'huile de nîmes, masser les mains, masser les ongles avant d'aller se coucher. Donc cela va permettre d'avoir des ongles qui sont bien fortifiés et ça contribue à l'entretien voilà, des ongles. Professeur Ouédraogo, quels sont les différents types de traitements de la chute des cheveux? Parce qu'on voit qu'il y a une panoplie de produits miracles qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les salons de coiffure. Alors, le traitement va être fonction du diagnostic qu'on va poser. Si c'est une maladie générale, il faut traiter la maladie, par exemple dans le cas du lupus. Si c'est une infection, on va traiter par des antibiotiques. Si c'est une mycose, on va mettre des antifongiques. Et puis, maintenant, pour l'alopécie de traction, par exemple, il faut arrêter ces coiffures traumatisantes-là avant de traiter. Donc, on pourra utiliser des traitements qui contiennent des nutriments qui vont accompagner la repousse du cheveu, que l'on peut appliquer localement aussi. Il y en a que l'on peut avaler. Et on peut avoir recours à des traitements instrumentaux avec la dermabrasion en utilisant soit des produits qui vont stimuler la repousse ou bien même le PRP, le plasma riche en plaquettes, que l'on peut aussi utiliser. Mais déjà, changer les habitudes de coiffure traumatisantes pour le cheveu. On a parlé de l'impact de la prise des compléments alimentaires sur les cheveux et les ongles. Est-ce que ces compléments alimentaires, c'est ce que nous retrouvons sur... Est-ce que tous les compléments alimentaires peuvent favoriser cela? Docteur Wangari. Bon, les compléments alimentaires que nous rencontrons, en fait, le plus souvent, il y a différents types de compléments alimentaires. Nous avons des compléments alimentaires qui sont destinés à la peau, des compléments alimentaires qui sont destinés aux cheveux, des compléments alimentaires qui agissent voilà, sur les rides. Je pense que ce n'est pas les mêmes types de compléments alimentaires. Mais ce qu'il faut retenir, l'utilisation des compléments alimentaires, normalement, doit se faire vraiment sur une période brève, parce que 1 mois, peut-être 3 mois. Mais si les compléments alimentaires doivent remplacer l'alimentation, ça devient un autre problème. Voilà, ça veut dire qu'il faut revoir l'alimentation, que l'alimentation soit équilibrée. Maintenant, en fonction des circonstances, on peut avoir besoin de compléments alimentaires pour une raison ou pour une autre. Voilà, c'est tout. C'est ça. Comment fortifier les ongles et les cheveux naturellement? Professeur Ouédraogo. D'abord, il faut bien se nourrir de façon équilibrée pour que l'alimentation apporte tous les nutriments nécessaires pour la fabrication des ongles et des cheveux. Donc, on doit apporter des aliments qui contiennent du soufre. Le soufre va rentrer dans la composition de la kératine des cheveux. Et dans nos produits locaux, il y a des aliments riches en soufre, le sésame, le chou, la noix de cajou, la pistache, l'avocat. On doit aussi apporter des vitamines C, B, voilà, aussi par l'alimentation. Maintenant, les produits que l'on va utiliser sur les cheveux ou les ongles, on peut utiliser nos produits locaux. Nos huiles et nos beurres peuvent être utilisés. Le beurre de karité est très bien, le beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile de Nîmes, voilà. On a une panoplie d'huiles et de beurre qui peuvent accompagner. Et bon, si malgré tout ça ne suffit pas, bon, on va consulter et puis on pourra apporter des produits pharmaceutiques pour compléter, quoi. Okay. Merci, professeur. Merci, docteur, d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres
centre, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.